Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous retrouver sur BSC Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le principal titre. Le G13 a été reçu en audience le mardi 19 avril par Christophe Mbosso. C'était pour échanger avec les speakers de l'Assemblée basse autour de la réforme de la loi électorale. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de l'Ouganda s'engagent à accroître leurs opérations conjointes contre le ZADF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu. Enfin, la République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le G13 a été reçu en audience le mardi 19 avril par Christophe Mbosso. C'était pour échanger avec les speakers de la Chambre basse autour de la réforme de la loi électorale. Je vous propose de suivre le professeur Moukoko Samba. On est là pour la proposition de loi portant révision de la loi électorale, qui a été initié par le G13, qui a été présenté à la plénière de l'Assemblée nationale il y a quelques jours et dont le débat va démarrer dans les jours qui suivent. Le G13 a voulu rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale pour apporter son soutien au bureau sur la méthodologie la plus appropriée pour l'examen et le débat de cette proposition de loi qui, comme vous le savez, est un texte majeur pour la préparation des élections prévues en 2023, l'année prochaine. Il est important de souligner que la proposition de loi déposée par le G13 est elle-même le produit d'un large consensus. Parce que le G13, rappelez-vous, avait pris le bâton de pèlerin, avait rencontré toutes les couches sociales, tous les acteurs politiques, tous les regroupements politiques qui avaient bien voulu discuter avec nous. C'est les points convergents de ces discussions qui se retrouvent dans cette proposition de loi. Mais aujourd'hui, le texte est à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est un débat parlementaire. C'est au sein de l'Assemblée que ce débat va avoir lieu. Et bien sûr, une loi électorale, comme aime bien le rappeler le professeur Njoli qui est à mes côtés, c'est une loi d'arbitrage, c'est une loi qui fixe les grandes règles du choix des animateurs des institutions politiques. Cette loi a donc besoin d'un plus large consensus, comme nous n'avons cessé de le dire, et c'est la raison pour laquelle nous avons salué, nous G13, nous avons salué la position prise par le président de l'Assemblée nationale, qui, le jeudi dernier, lors de la présentation de cette proposition de loi, a proposé une méthodologie permettant d'avoir un débat apaisé et un débat éclairé qui permettra aussi aux citoyens congolais qui nous suivent, qui vont suivre ce débat, de comprendre les grandes innovations qui sont proposées dans ce texte. La matière qui nous concerne, c'est la proposition de loi du G13. La proposition de loi du G13 n'a rien à voir avec une quelconque pétition. Cette proposition de loi touche à la préparation des élections de 2023. N'oubliez pas d'ailleurs que pour que les Congolais aillent voter en 2023, il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Et le gros de ce travail va être fait ici au Parlement. On a eu la CENI. Aujourd'hui, nous avons la proposition de loi sur la loi électorale, mais il y a d'autres textes qui vont suivre. La loi sur l'identification, la loi sur la répartition des sièges. Si ces matériaux ne sont pas en place, comment voulez-vous que la CENI organise les élections? Et puisque tout le monde, en tout cas, les Congolais veulent des élections en 2023, pour que ces élections aient lieu, il faut bien que le Parlement soit alimenté donc les textes de base qui sont nécessaires pour l'organisation de ces élections.
La journée du mardi 19 avril était chargée pour Christophe Mbosso. Ce dernier a poursuivi sans désemparer ses consultations avec les diplomates des principales chancelleries occidentales. Suivez tour à tour Mike Hammer, Joe Indekou et Bruno Albert. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'a convié pour que nous échangions sur le processus politique, sur la préparation du processus électoral. C'était très utile. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient légitimantes pour tout le monde, pour tous les élus. Et j'ai compris que c'est ce à quoi travaille l'Assemblée nationale et son président. Et donc j'ai été reçu dans cet esprit et c'était très positif, très intéressant. Je suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Mbosso parce qu'il voudrait discuter notre relation, notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis et pour discuter les efforts que l'Assemblée nationale qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale, que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusives, qui seront transparents, qui seront justes et qui seront dans le délai constitutionnel. C'est le président qui m'a invité pour lui rencontrer également les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour faire part de ses sentiments lors de la discussion de cette loi électorale. C'est-à-dire qu'il a expliqué les évolutions des dernières journées par rapport au débat autour de cette loi électorale qui est très important pour le Congo et qui devrait mener vers des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels que nous aimerions également voir passer. Nous sommes intéressés parce que nous voulons ces élections. Je crois que c'est non seulement la volonté de la Belgique, c'est surtout la volonté du peuple congolais. Ce serait bien que ce débat sur la nouvelle loi électorale ait lieu au sein du Parlement, avec un débat inclusif et participatif. Nous soutenons l'Assemblée dans ces débats. Nous avons suggéré certaines choses, et nous continuons ce dialogue avec tous les députés afin d'avoir une loi électorale qui puisse garantir des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels. Et poursuivons ce journal une semaine environ après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, le révérend Eric Senga, secrétaire exécutif national de la commission Justice, Paix, Sauvegarde de la création de l'église du Christ au Congo et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, sont revenus mardi 19 avril 2022 vers l'honorable Mbosso. Suivez. Compte tenu du climat de méfiance qui existe à partir de ce qu'on a connu dans le passé par rapport au processus électoral, les CC et la CENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé le tour. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable. Mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Nous allons réfléchir et puis on verra la suite. Le consensus, ce n'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous
comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. En éducation, le ministre de l'ESU, Paul Mohindo Nzangi, a posé la première pierre pour le lancement des travaux de construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi en présence de Jeannette Longa, la gouverneure intérimaire de la province de Kasaï-Oriental. Suivez. Les travaux de construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi sont déjà en cours. Le responsable de l'enseignement supérieur universitaire Mohindo Nzangi a posé la première pierre dans la journée du mardi 19 avril 2022 en présence des autorités de la province du Kasaï-Oriental pour le début de travaux de réhabilitation de l'université qui auparavant étaient des hangars. À son avis, tant que patron de l'ESU, il a pu plaider auprès du président Félix Tshisekedi pour construire des bâtiments conformes et des auditoires vastes capables de recevoir plus de 10 000 étudiants. Son cheval de bataille est que les étudiants de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï-Oriental suivent les cours dans des conditions impeccables. Parlons sécurité, dans ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de l'Ouganda s'engagent à accroître leurs opérations conjointes contre les ADF et d'autres groupes armés locaux et étrangères en Ituri et au Nord Kivu. Ceci ressort de l'évaluation de la deuxième phase de ces opérations faites le samedi 16 avril 2022 à Bunia lors d'une séance de travail à laquelle le chef d'état-major des désarmés liés ont pris part. Suivez. Les travaux d'évaluation de la deuxième phase des opérations conjointes FRDC-UPDF se sont clôturés tard dans la nuit du samedi 16 avril à Bunia en présence de deux chefs d'état-major de forces mutualisées, à savoir de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala-Moussense et son collègue ougandais, le général Wilson Mbasumbandi, arrivé au chef-lieu de l'Ituri la mi-journée du même samedi, accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire d'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Monsieur le chef d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais, mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail en République démocratique du Congo. Les avancées et les failles de ces opérations de traque des ADF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu ont été dégagées au cours d'une séance de travail à laquelle ont également pris part des officiers généraux et supérieurs de ces deux pays voisins. Pour le général d'armée Célestin Mbala-Moussense, cette rencontre a permis de tirer des leçons pouvant permettre d'atterrir en succès et de préconiser des voies de sortie qui conduiront à extirper toutes les failles possibles de la deuxième phase de ces opérations et ainsi espérer une évaluation positive avec des résultats plausibles à l'honneur du président de ces deux pays frères et leur peuple qui aspirent à une paix durable pour se lancer sur le chantier du développement. De son côté, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Wilson Mbasumbandi, parle d'une satisfaction et félicite les deux forces alliées pour les opérations conjointes menées jusque-là pour traquer les ADF et les M23 dans l'objectif de rétablir la paix et sécuriser les travaux d'asphaltage des routes Kassim du Béni, Butembo et Bunagana, Rutshuru-Goma. Un communiqué final sera rendu public dans les jours qui viennent. Signale-t-on, pour rappel, le 27 janvier 2022 à Protea Hotel de Kampala en Ouganda, soit 2 mois après le lancement des opérations conjointes au mois de décembre 2021, la première phase de dites opérations avait été évaluée par les deux parties. Une évaluation qui avait permis de dégager les avancées et les failles en formulant de recommandations pour l'amélioration de la conduite des opérations contre les ADF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu. Par ailleurs, en territoire du Rum, les forces armées protègent et sécurisent de plus en plus la population et ses biens dans plusieurs localités de la chefferie de Walese-Vonkutu, conformément aux instructions et directives opérationnelles données par le chef d'état-major général de FRDC avant de regagner Kinshasa, la capitale.
Autre chose dans ce journal, il est possible et indéniable à l'état actuel des connaissances sur le voies et moyens de la transmission d'homme à homme du Covid-19 que les retours du public au stade à la reprise annoncée des rencontres de la Vodacom Ligue 1 favorisent la nouvelle contamination par le Covid-19. Voilà pourquoi dans cet édicto, la rédaction des BSC Télévision interpelle les autorités des tutelles à ne pas négliger des mesures comme le port obligatoire et correct de masques avant l'entrée dans les stades. Suivez. Tel qu'annoncé par la cellule des communications du ministre des Sports, les rencontres sportives dans le cadre de la phase aller suspendue de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 vont bientôt reprendre et les supporters des équipes seront autorisés à accéder au stade. L'on rappelle que ces supporters n'étaient plus autorisés à entrer dans les stades par application des gestes barrières édictés pour stopper la propagation de Covid-19 dont la pandémie a négativement impacté sur la vie multisectorielle aussi bien de la RDC que du monde entier. L'appréhension est telle que l'entrée des supporters dans les stades peut favoriser la flambée des cas de nouvelles contaminations par ces dangereux virus. Déjà en dehors des stades, les Quinois, voire les Congolais, ne respectent pas les gestes barrières parce qu'une large part d'entre eux ne croient pas en l'existence de la pandémie à Covid-19 dans les murs congolais. La façon dont les supporters occupent les chaises ou gradins des stades ne respectent pas les gestes barrières, notamment la distanciation physique. Cela combiné au non-port ou au port incorrect de masques risque de favoriser l'accroissement rapide du nombre de nouveaux cas d'infestation à l'heure où la vaccination piétine et qu'on signale une légère augmentation de nouveaux cas de contamination. Aux autorités de tutelle de voir ce qu'elles doivent prendre comme mesure pour que le retour des supporters dans les stades n'optimise les contaminations par le Covid-19 qui, jusqu'à nouvel ordre, circule non seulement en RDC, mais aussi et surtout dans le monde entier. Il n'est pas du reste rationnel de ne considérer que l'aspect du bien que les recettes générées vont faire aux équipes, car on pourrait vite déchanter si après admission des supporters dans les stades, cela entraîne l'ascension de la courbe de nouvelles contaminations. La République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Logé dans le groupe I, la RDC jouera contre le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Suivez les détails dans cet élément de Je suis Kalamba. La République démocratique du Congo évoluera dans le groupe I lors de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le verdict est tombé mardi 19 avril 2022 après tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football CAF en Afrique du Sud. Logé dans le groupe I, les pays des Léopards évoluera aux côtés du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan. Les deux premiers de 6 groupes vont être qualifiés pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC n'avait pas participé à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 qui s'est déroulée au Cameroun en 2022. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de personnes manifestent depuis quelques jours à Grand Rapids dans le Michigan contre l'assassinat de Patrick Lyoya, un Congolais tué par un policier blanc lors d'un contrôle routier à Grand Rapids le 4 avril 2022. Les détails avec nos confrères d'Afrique News. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de personnes manifestent depuis quelques jours à Grand Rapids, dans le Michigan, contre l'assassinat de Patrick Lyoya, un Congolais tué par un policier blanc lors d'un contrôle routier le 4 avril dernier. Selon les vidéos de la police, c'est pendant une altercation que le policier a tiré une balle dans la tête du jeune homme de 26 ans. Une première manifestation a eu lieu mercredi soir à Grand Rapids après la publication d'une vidéo de la mort du jeune homme. Ses parents qui ont émigré aux États-Unis fuyant la guerre dans leur pays d'origine ont appelé à des poursuites contre le policier impliqué. L'agent en question, dont l'identité n'a pas été révélée, a été mis en congé payé en attendant les résultats de l'enquête menée par la police de l'État du Michigan. Pendant ce temps à Kinshasa, le gouvernement a réagi durant le dernier conseil des ministres. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukondo a condamné avec force le lâche assassinat de Patrick Lyoya.
Selon lui, tout est déjà mis en œuvre par son pays pour que le policier auteur de cet assassinat soit sévèrement sanctionné conformément aux lois américaines en vigueur. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Bonjour. Dans sa livraison des séjours, infodroithumain.net a notamment écrit sous la 11e édition du Forum de jeunes de l'ECOSOC, auquel prend part la jeunesse congolaise grâce au BCN-UDH. Pour cette édition, c'est du 19 au 20 avril 2022 que les jeunes du monde entier se réunissent virtuellement. L'accent, dévoile ce média, est mis sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 qui est l'unique occasion de construire un monde plus sûr en conjuguant ensemble de manière équilibrée et intégrée les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. En RDC, les jeunes ont échangé autour du thème « Relance post-Covid-19, les jeunes en action pour un avenir durable ». L'an 1 du gouvernement Samalukonde oblige, Forum des As.net a écrit sur les top 10 des ministres les mieux cotés au cours de l'an 1 du gouvernement de Warriors, dont la chute après avoir cité les ministres et leur pourcentage, tout en justifiant l'octroi de ces pourcentages aux ministres, ces médias griffonnent. Le présent palmarès reflète les résultats obtenus à la suite d'un sondage d'opinion réalisé durant la période allant du 1er février au 30 mars 2022. L'objectif poursuivi par Écho d'opinion était de connaître ceux des Warriors qui ont réalisé un bon travail capable de favoriser la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi, en 2023. 7 morts et 150 maisons incendiées, c'est le bilan rapporté par Radiocapi.net qui a écrit sur un conflit entre les communautés défaragées. C'était au cours des accrochages survenus le dimanche 17 et lundi 18 avril dans les groupements Logololia du territoire défaragé dans le Haut-Ouélé et Kaliko Omi en territoire d'Aru dans la province de l'Ituri. C'est à la suite d'un conflit des limites territoriales entre les habitants de ces deux entités frontalières, selon plusieurs sources. L'administrateur du territoire défaragé souhaite que les experts des deux entités ainsi que ceux de l'Institut géographique du Congo descendent sur les lieux pour mettre un terme définitivement à ces conflits. Et c'est aussi le souhait du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, Jean-Faustin Tassile. Merci d'avoir suivi avec délectation cette revue de presse. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le G13 a été reçu en audience le mardi 19 avril par Christophe Mbosso. C'était pour échanger avec les speakers de l'Assemblée basse autour de la réforme de la loi électorale. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo et celles de l'Ouganda s'engagent à accroître leurs opérations conjointes contre le ZADF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu. Enfin, la République démocratique du Congo connaît désormais ses adversaires pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Enfin, ce journal préparé par la rédaction de BSC Télévision est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.